Salam alaikum, honorable assistance, monsieur le vice-consul de Russie, je vous salue et c'est un plaisir de vous revoir parmi nous. Chers collègues, chers amis, chers élèves, permettez-moi tout d'abord souhaiter la bienvenue au docteur Morad Preur. Nous le remercions vivement au nom de cette honorable assistance d'avoir fait le déplacement à Annaba pour nous présenter une conférence débat sur la crise pétrolière et son impact sur l'économie nationale. C'est qu'en dépit de l'importance des transferts sociaux en Algérie et en dépit des investissements publics très lourds, à savoir les plans de relance 1, 2, nous restons toujours, la vulnérabilité de notre économie, elle s'est accentuée depuis septembre 2014. Aujourd'hui, l'économie algérienne est plongée dans un état de dépression, provoqué bien sûr par la conjugaison de deux chocs extérieurs, la baisse du prix du pétrole, aujourd'hui le prix encore a baissé, et aussi l'extrême volatilité du dollar. Tout ça bien sûr combiné aux rigidités structurelles qui ont engendré par 4 décennies d'administration de l'économie algérienne. Ces chocs ont généré des dysfonctionnements. L'Algérie est passée d'une crise à une autre, crise 86, crise financière, crise pétrolière. On est passé au FMI avec ses injonctions de libération des prix, libération du commerce extérieur, et puis dévaluation du dinar de 40% à l'époque FMI. Deuxième crise, programme d'ajustement structurel, on est allé au rééchelonnement. Et aujourd'hui, bien sûr, les choses un petit peu, vivant un petit peu dans un pessimisme ambiant, et le prix qui ne cesse de baisser. Et à cet effet, nous avons l'honneur aujourd'hui de recevoir une personnalité aux compétences avérées dans ce domaine. Docteur Morad Preur, il est connu par sa discrétion et son humilité. Docteur Morad Preur, président du cabinet Énergie, expert pétrolier international, professeur de stratégie géopolitique, les diplômés de l'École nationale supérieure du pétrole et des moteurs. Il va nous présenter, nous éclairer sur ce thème d'une actualité de nous. À vous la parole, docteur. Merci. Salam alaikum. Alors, comme l'a dit le professeur de Lanzmann, la crise pétrolière a un effet extrêmement important sur l'économie algérienne, et il nous faut essayer de comprendre la dynamique de cette industrie. Si vous voulez, pour prévoir le futur, il faut comprendre comment ça fonctionne, comment cette bête-là fonctionne. Et je vais essayer premièrement, de vous expliquer comment fonctionne l'industrie pétrolière, et deuxièmement, vous expliquer les grands équilibres, les tendances lourdes, les jeux d'acteurs dans cette industrie, les évolutions récentes du marché pétrolier, vous donner quelques éclairages sur l'industrie gazière, puisque nous sommes des gaziers aussi, et surtout. Et puis, nous allons aborder notre pays, ses malheurs actuels, et qu'est-ce qu'on peut en penser, comment on peut les comprendre, et comment on peut tourner cette crise à notre avantage. Parce que la question est là. La crise frappe tout le monde, et il y a un effet de panique actuellement dans notre pays, et on ne se rend pas compte qu'on peut aussi tirer avantage de cette crise.
l'industrie pétrolière est un système qui est asymétrique. En fait, il est caractérisé par un éloignement entre les zones de production et les marchés. Hein. Les régions les plus grandes productrices sont celles qui ont le moins de réserves. Hein. Et dans ce système asymétrique, comme vous le voyez dans ce qui est en mauve, les pays qui représentent les 3 quarts de la consommation, hein, n'ont que 10% des réserves. Et cette asymétrie va déterminer, si vous voulez, toute la dynamique du marché pétrolier. En fait, l'évolution de la production pétrolière mondiale depuis les chocs haussiers de la décennie 70 s'est caractérisée par la montée en puissance de l'OPEC, hein, de la production d'OPEC plutôt, hein, et la réduction tendancielle de la production de l'OPEC. Lorsqu'il y a eu le choc haussier des années 70, les chocs haussiers des années 70, hein, l'OPEC représentait 56% de la production mondiale. Et aujourd'hui, elle ne représente que 41% en incluant ce qu'on appelle les LNG, les liquides de gaz naturel. Parce que si on enlève les liquides de gaz naturel, le pétrole brut d'eau, l'OPEC représente 30% à peu près. Elle produit 31 millions de barils par jour sur une demande mondiale de 92 millions de barils par jour. Donc, d'un autre côté, la question va se poser, est-ce que les États-Unis ne sont pas aujourd'hui le centre des grands bouleversements de l'industrie pétrolière? Et pour comprendre cela, on regarde ces courbes. Et vous voyez qu'en 1993, les importations, la courbe verte, ont dépassé la production. Les États-Unis étaient un importateur net. Et en fait, la doctrine en matière pétrolière des États-Unis, à cette époque, le contrôle des grandes zones de production était un axe de la stratégie énergétique américaine. Et nous avons un deuxième effet de ciseau que nous sommes en train de vivre en 2013-2014, hein, et qui a commencé à s'enclencher à partir de 2008 avec la révolution des pétroles de schiste. Et les États-Unis sont dans une nouvelle doctrine qui est la recherche de l'indépendance énergétique, de l'indépendance pétrolière. Et déjà aujourd'hui, les États-Unis sont indépendants du Moyen-Orient. C'est une situation géopolitique qui est nouvelle et qui précarise l'Arabie saoudite et crée un contexte géopolitique nouveau. Si vous voulez, depuis la rencontre entre Ibn Saoud et Roosevelt sur le croiseur Quincy en 1945 en mer Rouge, où a été décidé le contrôle par les États-Unis du pétrole moyen-oriental, je pense que la révolution des schistes américains, c'est le plus grand événement. Réellement, on rentre dans une nouvelle logique. Pourquoi j'insiste sur les États-Unis? Parce qu'ils représentent cet incrément de production qui bouleverse la donne. Excusez-moi, j'essaie d'organiser. Et en fait, quand je parle des États-Unis,
je veux aussi calmer les esprits. L'essor pétrolier des États-Unis n'est pas durable. Ce que je vous présente ici, ce graphique qui n'est pas de moi, il est de l'agence énergétique officielle américaine, et les projections qu'il fait montrent que la production américaine atteindra son plafond en 2016 selon l'État américain, et même Obama, M. Obama l'a reconnu, hein, puis déclinera à la fin de la décennie. Et il n'y a pas de source alternative, hein, au pétrole de schiste américain. Pour dire les choses simplement, les États-Unis, les réserves pétrolières mondiales sont de 1400 milliards de barils, les réserves algériennes sont de 12 milliards de barils, les réserves saoudiennes sont de 263 milliards de barils, les réserves américaines sont de 48 milliards de barils. C'est-à-dire 4 fois les réserves algériennes. Voilà où on en est. C'est le niveau des réserves libyennes. Donc avec 4 fois les réserves algériennes, j'imagine pas que les États-Unis sont en mesure de bouleverser l'industrie pétrolière mondiale. En fait, essayons de comprendre la dynamique des prix pétroliers. Dès la moitié des années 80, les prix sont déterminés en fait par les mécanismes du marché et soumis aux logiques spéculatives de court terme. Les tentatives de cartélisation du marché par l'OPEC, hein, ont toujours été épisodiques et lourdes de péril pour la cohésion de l'organisation. Et en fait, avec les années 90, avec la révolution des technologies de l'information et de la communication, les marchés pétroliers se sont davantage interconnectés à travers la planète et se sont interconnectés avec les marchés financiers, les marchés de commodities, hein. Et en fait, nous avons un marché global où se traitent des actifs financiers, des actifs pétroliers, etc., et des commodities. Et ce qui en accentue la spéculation, hein. Et nous amène nous demande d'être plus réalistes par rapport à l'image qu'on se fait de l'OPEC. L'OPEC n'intervient pas dans un marché pétrolier structuré, elle intervient dans un marché qui est interconnecté avec les marchés financiers. Les traders arbitrent leurs positions en fonction des anticipations qu'ils font de l'économie mondiale, d'un certain nombre de paramètres. Et pour les étudiants qui sont dans cette salle, je vais faire un petit détour par la théorie, hein, pour vous expliquer le fonctionnement, les mécanismes de fonctionnement du marché pétrolier. Vous savez que la demande pétrolière est élastique à long terme et inélastique à court terme. Élastique par rapport au prix à long terme et inélastique à court terme. C'est-à-dire que si le prix du pétrole monte est multiplié par 2, vous n'allez pas ranger votre automobile et prendre une bicyclette. Vous allez continuer à utiliser votre automobile. Cependant, dans ce temps-là, on est donc dans un cycle haussier, l'exploration est encouragée, hein, et il va y avoir des investissements pour que les automobiles soient moins gourmandes, pour qu'il y ait des économies d'énergie. Il va y avoir aussi des investissements dans les énergies alternatives. Et à terme, en fait, qu'est-ce qui va se passer au bout d'un moment? Il va y avoir l'exploration dans laquelle on a investi, elle va produire beaucoup de pétrole,
et les économies d'énergie dans lesquelles on a investi, elles vont diminuer la demande de pétrole. Hein. Et on est donc dans un cycle baissier. Et dans ce cycle baissier, quand les prix sont bas, bien sûr, la consommation va se relâcher, hein, et l'investissement dans l'exploration-production va se contracter. Et on aura un deuxième un effet de ciseau, hein, où ensuite, à terme, il y aura un déficit d'offres, et donc si vous voulez, les prix pétroliers, l'industrie pétrolière a une évolution cyclique, donc cycle haussier, baissier, hein. Donc, et cartéliser le marché, un cartel c'est quoi? C'est un oligopole coordonné, hein, un oligopole qui va injecter de l'offre quand le prix est trop élevé et risque de décourager la demande, et réduire de l'offre quand le prix est trop bas et décourage l'exploration. Alors là, je vous pose la question, quand est-ce que l'OPEC a vraiment cartélisé le marché? On peut compter sur les doigts d'une main les exemples où l'OPEC a réussi à fonctionner en tant que cartel. D'accord? Plus fondamentalement, les prix du pétrole sont portés par une logique, si vous voulez, par une tendance haussière de long terme. Parce qu'il y a cette tendance haussière s'explique par une anticipation d'épuisement. Je suis convaincu que le prix de 100 $ le baril est un prix et un niveau structurel. Cette tendance haussière de long terme, hein, elle est contrée par des facteurs de court terme, qui peuvent être la crise économique, le jeu des fondamentaux. Ce qu'on appelle les fondamentaux, c'est l'offre, la demande et les stocks, hein, donc qui peut être contré à la baisse par ces facteurs, ou qui peut être contré à la hausse par des crises géopolitiques, par des crises politiques, par la géopolitique du Moyen-Orient. Et la spéculation, elle joue comme la caisse de résonance de la guitare, hein, elle amplifie les tendances. Les spéculateurs qui recherchent la volatilité et donc vont amplifier donc j'essaye de vous faire comprendre à travers cela comment fonctionne la mécanique des prix pétroliers. D'accord? Et je vous dis que les prix, le niveau de 100 $ le baril est structurel, et qu'il y a une anticipation d'épuisement des réserves, alors même que la demande augmente exponentiellement. Dans ces graphiques, vous voyez qu'aujourd'hui, 27 Chinois sur 1000 ont une automobile contre 780 Américains sur 1000 et contre 500 Européens sur 1000. 11 Indiens sur 1000 ont une automobile. D'accord? Alors que le transport représente l'essentiel de la consommation pétrolière. Si aujourd'hui 50 Chinois sur 1000 ont une automobile, et même si avec les voitures électriques, les moteurs hybrides et tout ce que vous voulez, si 50 Chinois sur 1000 ont une automobile, la planète explose. Et vous voyez les tendances de long terme, hein. Elles sont conservatrices, ce sont des scénarios de l'OPEC. Je considère que c'est des scénarios qui sont conservateurs.
je pense que les tendances vont s'emballer davantage encore. Le choc baissier l'explication du choc baissier de 2014, que nous sommes de l'été 2014, que nous subissons encore, hein. En fait, les raisons de cette baisse sont un faisceau de facteurs convergents qui ont bouleversé le marché pétrolier, l'excédent d'offres qui provient des huiles de schiste américaines, comme je l'ai dit, alors que l'OPEC dépassait déjà son plafond des millions de barils jour, la forte progression du dollar, la surproduction des pays de l'OPEC, principalement de l'Arabie saoudite, mais le facteur qui est le plus important, c'est le fléchissement de la demande par rapport à la dynamique de l'offre. Il y a un problème de demande. D'accord? C'est le jour où la demande reprendra, les prix reprendront. Aujourd'hui, il y a un problème de demande. C'est pas l'offre qui est en train de tirer les prix vers le bas. Et je vous ai dit, les États-Unis, c'est pas un foudre de guerre, quoi. C'est 48 milliards, c'est le niveau des réserves libyennes. D'accord, c'est pas plus que ça. Donc ces facteurs déterminants interviennent dans un contexte de ralentissement de l'économie mondiale, dont la croissance a été de 3% en 2014. Il faut savoir qu'avant la crise de 2008, la croissance de l'économie mondiale, les 5 dernières années, ou les 10 dernières années avant, le taux de croissance de l'économie mondiale était de 5%. Aujourd'hui, en 2014, il a été de 3%. Il est du même ordre quasiment en 2015. Et les anticipations du FMI qui ont été faites pour 2016, ils ont parlé de 3,8%. J'étais dans un panel avec le professeur Lorenzi, français. Il m'a glissé à l'oreille, il m'a dit plaisante, jamais ils feront, l'économie mondiale ne fera 3,8% en 2016. L'Arabie saoudite, en fait, lorsqu'elle a déclenché cette guerre des prix, hein, n'a pas anticipé 3 paramètres essentiels. Le premier qui est le progrès technique, hein, combiné à la pression sur les sociétés de services, qui a permis d'abaisser les coûts des pétroles de schiste entre 20 et 40%, et qui a rendu possible une résilience assez exceptionnelle de la production américaine. Le deuxième facteur, c'est une évolution darwinienne du secteur des schistes, où les plus grosses ont mangé les plus petites, et donc sont devenues plus fortes, et plus en mesure de résister à la baisse des prix. Le troisième, c'est la gestion des stocks américains, qui atteignent des pics historiques. Quand les prix sont bas, on remplit les stocks. Et quand les stocks sont importants, ils vont peser sur les prix. Et qui agit donc puissamment sur les prix. L'OPEC est dans une position intenable. La période des prix élevés a rendu possible la révolution des schistes. L'Arabie saoudite et les pays du Golfe refusent de jouer aujourd'hui le rôle de swing producer, de producteur résiduel, hein, qui ajuste sa production pour que les prix restent, on va dire, raisonnables. Et en fait, l'OPEC, sous l'impulsion de l'Arabie saoudite, appelle à un partage des sacrifices avec les pays non-OPEC. Pourquoi le ferait-il? Et est-ce qu'ils sont en mesure de le faire, de participer au sacrifice? Est-ce que la Russie est en mesure de réduire sa production dans la situation où elle est? Il nous apparaît fortement probable que cette guerre des prix, hein,
se termine comme toutes celles qui ont déjà été engagées par le passé par l'Arabie Saoudite, qu'elles se terminent en queue de poisson. Hein? Un retour à la politique de défense des prix est inévitable selon moi, hein? Car la baisse des prix ne peut pas être enrayée par une dynamique, ne peut être enrayée par une dynamique de demande qui est impossible aujourd'hui. Je vous ai dit que le problème c'est la demande, c'est pas l'offre. Et aujourd'hui, c'est une réduction de l'offre qui peut enrayer la baisse des prix. Se posera le problème de la place qu'il faut faire, hein, au volume iranien, irakien, libyen, hein, et les problèmes de discipline et de partage des sacrifices au sein de l'OPEC, ça va être du sérieux. En fait, les évolutions récentes, le marché pétrolier est surapprovisionné aujourd'hui. Il y a à peu près 2 millions de barils par jour en trop. L'OPEC produit 31,7 millions de barils par jour, c'est-à-dire 1,7 million plus que son plafond de production. Les inquiétudes sur la croissance chinoise ont impacté directement le marché et effacé la légère reprise des cours qu'il y a eu le deuxième trimestre de 2015. On peut dire que ces inquiétudes sur la croissance chinoise ont impacté positivement aussi. Dans la mesure où la décision prise par la Fed le 17 septembre de maintenir ses taux directeurs si la Fed avait augmenté ses taux directeurs, le dollar serait parti à la hausse. Et il y a un effet de corrélation inverse entre le dollar et le prix du pétrole. Mais les inquiétudes sur le ralentissement chinois, qui sont conjuguées aux incertitudes sur la vigueur de la reprise européenne, continuent à peser sur le marché. Et la Chine, moi, ma grande inquiétude, c'est que le 15 décembre, la Fed va encore décider si elle doit relever ses taux directeurs. Et si jamais elle les relève, on risque le choc sera fort, d'abord sur les pays émergents. Hein. Ça va être un aspirateur de capital pour les pays émergents. Ça va doper le dollar, ça veut dire que ça va agir de manière baissière sur les prix. Et on risque d'avoir même une perte de solidarité, pour ne pas dire une guerre entre les monnaies. Ce qui ne sera pas de bon augure. La perspective d'une dynamique de demande reste lointaine. La baisse de 50% en une année n'a pas stimulé, la baisse des prix de 50% n'a pas stimulé la demande, on l'a vu, ni réellement fait sortir du marché les pétroles américains. Pire encore, du côté de la demande, la baisse reste sensible. Et en fait, la demande chinoise n'augmenterait que de 0,3 millions de barils par jour en 2015 et à peu près la même chose en 2016, contre en moyenne 1 million chaque année les 5 dernières années. Les pays émergents ne sont plus pour le moment le moteur de l'économie mondiale, ça c'est une grande inquiétude. Hein. La reprise en Asie pourrait absorber les surplus pétroliers, mais quand viendra-t-elle? Là est la question. Ce choc baissier peut durer plus longtemps que les précédents. Tout à l'heure, je vous ai présenté l'évolution cyclique du marché pétrolier. Ce que je corrige plutôt je précise ma pensée,
je ne pense pas que nous sommes dans un cycle baissier stricto sensu. Hein. Parce que le surplus de pétrole qui est sur le marché, en 86, on était dans un cycle baissier. Là, le surplus de pétrole qui est sur le marché, c'est un pétrole non conventionnel, très coûteux à produire. Hein. Mais vous allez voir que nous rentrons dans un paradigme pétrolier nouveau. Hein. Mais déjà, je précise ma pensée, que j'aurais dû le dire tout à l'heure, c'est un épisode baissier. Je considère que c'est un épisode baissier que nous traversons. Alors, comment sera 2016? Je vous ai dit, selon l'OCDE, 3,8%. Je n'y crois pas trop. Hein. La demande pétrolière devrait augmenter de 1,4 million de barils par jour. Alors, je vous ai dit, il y a déjà 2 millions de barils par jour qui sont en trop. Hein. L'OPEC prévoit 1,6 million de barils par jour d'augmentation. Moi, je pense que l'augmentation de la demande pour 2016 va se situer entre 1,2 et 1,4 million de barils par jour. Je ne pense pas que la demande augmentera plus que ça. L'optimisme des prévisions de demande est justifié par deux facteurs, croissance économique et prix bas. Je ne suis pas certain, vu l'impact que l'économie chinoise a sur les économies émergentes et même sur les économies européennes, hein, je ne pense pas que nous allons avoir une progression de la demande aussi importante. Hein. Bon, la production américaine montre des signes de ralentissement, hein, même si ces derniers jours elle a repris. Le rééquilibrage du marché, selon moi, a commencé, mais il sera lent. Mais les incertitudes sont fortes. L'OPEC est exposée au retour sur le marché des volumes iraniens, irakiens et libyens. Hein. Et ces 4 millions de barils par jour qui sont en train de peser, hein, potentiellement sur le marché. D'accord? Même si moi je ne pense pas que les capacités de production. L'Iran a dit qu'elle était en mesure elle exporte 1 et quelques millions de barils par jour. Elle a dit qu'elle était capable de doubler, de rajouter 1 million de barils par jour. Je ne pense pas que l'Iran soit en mesure que les installations pétrolières iraniennes soient en état pour repartir. Hein. La Libye, c'est 1,8 million de barils par jour qui sont absents du marché aujourd'hui. Hein. Ils doivent produire quelque chose comme 400 000 barils par jour, donc c'est 1,4 qui sont absents. L'Irak a un potentiel d'augmentation de sa production qui est phénoménal. Donc il y a de grosses incertitudes. Un excédent de production entre 3 et 4 millions en 2016 est de l'ordre du possible. Le marché semble intégrer une perspective de surapprovisionnement et s'oriente à la baisse sur les contrats à terme, où l'on voit déjà les opérateurs, les traders, se débarrasser des opérations longues. Le marché sur les prix en février, mars, avril, etc. étaient à la hausse, on appelle ça en contango. Maintenant, ils sont en backordisation, ils sont à la baisse. C'est-à-dire les traders qui possédaient pour mars, pour février, etc., sont en train de les vendre parce qu'ils doutent.
Et ça, c'est un très mauvais signe. Les scénarios nos scénarios, les scénarios du cabinet énergie pour 2016, scénario 1 que nous considérons moyennement probable, où la pression baissière des surcapacités de 3 à 4 millions de barils par jour, ajoutée, je vous ai pas, aux capacités inutilisées de l'OPEC, parce qu'il y a déjà 2 millions de barils par jour qui sont inutilisés. De l'OPEC verront les prix fluctuer autour d'un pivot de $40 le baril. Le premier semestre, pour remonter ensuite de $10 le second semestre. Le scénario 2 que nous considérons fortement probable, où l'arrivée des pétroles iraniens, libyens et irakiens est limitée, avec une reprise modérée de la demande. Les prix fluctueraient autour d'un pivot de $50 le baril, le premier semestre, pour s'apprécier ensuite de $10 le second. Le scénario 3, il faut bien rêver, forte turbulence, crise politique majeure au Moyen-Orient, rupture d'approvisionnement et le bonheur parfait des prix qui vont monter très haut. Celui-ci, malheureusement, faiblement probable, mais c'est on jamais. Voilà. Les perspectives à moyen terme, au cours des 6 prochaines années, la demande devrait progresser plus vite que l'offre avec un affaiblissement de la position des schistes américains. Mais le marché devra faire avec une production des schistes plus élastique par rapport au prix, plus flexible, ce qui va en accroître la volatilité. On n'est plus le système dans lequel nous évoluons. Pour ceux que je suis en train de voir, en train de photographier, je vous informe que vous avez parfaitement le droit d'utiliser, mais que par ailleurs, pour vous soulager, les présentations, cette présentation, elle est sur le professeur Ben Osman vous le dira tout à l'heure. Donc vous allez tout avoir, y compris le texte de base, d'ailleurs, bien, donc nous allons rentrer dans un nouveau paradigme, je vais l'aborder dans un slide suivant, mais les prix du pétrole ne fonctionneront plus comme parce que là nous avons une offre qui est élastique. Les producteurs de schiste américains, d'huile de schiste, ils ont un puits dans leur jardin. Quand le prix du pétrole est intéressant, ils font marcher le puits. Quand le prix du pétrole n'est pas intéressant, ils éteignent le puits. Je caricaturise, mais les producteurs américains adaptent leur production en fonction du prix. On n'est plus dans l'ancien système. Donc, vers 2017-2018, je pense que les prix vont prendre franchement un sentier haussier. Un effet de ciseau entre la courbe d'offre et celle de demande est très probable vers fin 2016, début 2017, où les prix seront tirés vers le haut. Je ne vous ai pas parlé du ralentissement des investissements pétroliers qui ont baissé et dont l'effet va apparaître les années à venir. Dans tous les cas, à moyen terme, des ajustements violents sont à attendre, car ni les États-Unis, ni l'OPEC en général ne sont en mesure de réguler le marché. L'OPEC ne peut plus agir comme cartel. Il y a aujourd'hui d'autres offreurs, non membres de l'organisation, qui sont capables de compenser la baisse de la production de l'OPEC. Les États-Unis, en fait, se sont imposés comme swing producer.
on n'est plus dans la logique d'Azman, où l'OPEC elle baisse sa production, les prix vont remonter. Si l'OPEC baisse sa production, des producteurs vont augmenter leur production. Si le prix n'est pas intéressant, ils vont baisser leur production. En fait, l'ajustement ne peut plus être fait par l'OPEC. Et en fait, l'industrie pétrolière est à la recherche d'un nouvel équilibre. Nous sommes passés du système des Seven Sisters au système OPEC en 1973, il y a plus de 40 ans. Nous vivons aujourd'hui un changement structurel, un paradigme nouveau. Nous rentrons dans un paradigme nouveau où l'offre sera plus flexible, plus sensible aux progrès techniques, avec une présence accrue des marchés financiers et dans les modes de régulation. Ces transformations s'opèrent dans un contexte économique qui n'est pas des plus favorables, en ce sens que la crise de 2008 n'est pas totalement résorbée. L'Europe est entrée dans un cycle où l'euro s'affaiblit et la Chine passe d'un modèle de croissance tiré par la demande interne vers un modèle par les exportations vers un modèle de croissance tiré par la demande interne. Donc on est dans le moment est malvenu, si je puis dire, pour de telles convulsions. Mais dans toute cette affaire, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une euphorie de l'abondance. On a l'impression que le monde est inondé de pétrole, alors qu'il n'en est rien. La Terre contenait 2700 milliards de barils de pétrole, on a consommé la moitié, il reste la moitié la plus difficile à produire. Et la durée de vie des réserves mondiales, elle est de 52 ans. Je pense que nous sommes dans le peak oil, dans le point d'asymptote de la production pétrolière mondiale. Seulement ce peak oil n'a pas la forme n'a pas une forme d'asymptote classique. Hein? Il a la forme d'un plateau ondulé, où chaque fois le progrès technique repousse un peu plus loin les possibilités des gisements. Et là, vous avez 4 scénarios d'épuisement des réserves qui sont établis par des cabinets, des institutions qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre, dont l'Institut français du pétrole, dont je suis issu. Et vous voyez que tous les 4 convergent pour dire que la production mondiale ne peut que décliner. Le déclin des gisements, il est de 5% par an. 80% de la croissance de la demande viendra de la Chine, de l'Inde et du Moyen-Orient, elle est incompressible. On n'arrive pas à remplacer les 30 milliards de barils que l'on consomme annuellement pour compenser le déclin. Les plus grands gisements sont en déclin. Hein, et les pétroliers sont le consensus des experts dans notre métier. Est d'accord pour dire que le niveau de 100 millions de barils par jour est un niveau qu'on ne pourra pas dépasser. Il n'est pas possible, il ne sera pas possible. Or, on est déjà à 92, 94. Et quand on parle de découverte, il faut raison garder. Regardez, dans le gaz naturel, hein, les réserves mondiales sont de 187 trillions de mètres cubes, 187 000 milliards de mètres cubes, on découvre 2,3. Dans le pétrole, sur les réserves sont de 1700 milliards de barils, on découvre 12. On découvre l'équivalent des réserves intérieures. C'est tout ce qu'on découvre, c'est
c'est un epsilon par rapport à ce qu'on produit et à ce qu'on consomme. Hein. Donc, forte hausse des investissements, parce que la production mondiale reposera de plus en plus sur des champs offshore, de taille décroissante, dont le profil de production décline rapidement dès l'atteinte du plateau. Nous sommes au cœur d'un cycle haussier, en fait, des investissements. Les scénarios que nous avons faits au cabinet, en fait, la demande mondiale en 2030 devrait être entre 110 et 115 millions de barils par jour. D'accord? Et ça veut dire une chose, ça veut dire qu'il faudra découvrir 2 Arabies Saoudites d'ici là pour la satisfaire. Voilà. Je suis dans les temps, Monsieur le Président, là. 10 minutes. 10 minutes. Bien, on va aborder l'industrie gazière. Hein. Il y a une mutation, l'industrie gazière, je vous ai parlé tout à l'heure des réserves. Et en fait, quand on regarde les réserves gazières ont été multipliées par 5 en 40 ans. Hein. Mais dans le même temps, la part de l'OCDE est passée de 35% à 10%. En fait, il y a encore une fois un éloignement entre zones de production et marché. Il y a une restructuration de cette industrie qui est à l'œuvre, avec une déréglementation, une dominance des logiques de court terme, des logiques boursières. En fait, c'était une industrie qui était organisée sur des logiques de long terme, hein, donc des contrats de long terme avec clause de take-or-pay, c'est-à-dire que si l'acheteur ne paye pas le volume contracté, il est obligé de le payer. Hein. Aujourd'hui, l'industrie est de plus en plus dominée par des logiques boursières de court terme. Il y a aussi une rupture du cloisonnement entre marchés. Le gaz, il n'y a pas de marché mondial du gaz. Il y a un marché européen continental, il y a un marché américain, et il y a un marché asiatique. De plus en plus, il y a une rupture du cloisonnement entre les marchés. Hein. Le bassin atlantique devenant une zone d'arbitrage. Hein. Il y a un décloisonnement aussi entre énergie et entre segments de la chaîne gazière. Le marché gazier était très structurant en 2000 avec 12 producteurs et 11 importateurs. Aujourd'hui, il est totalement ouvert et un nombre important d'importateurs et d'exportateurs a explosé. 18 pays producteurs, 23 importateurs. Le GNL va être un facteur de décloisonnement du marché. Hein. Il représente 30% du marché, il croît plus vite que le marché gazier. Hein. Et il va doubler d'ici 2030. Il décloisonne, il fluidifie le marché. Même les bateaux qui transportaient le gaz, le maximum c'était 135 000 m3. Hein. 135 000 m3 ne peut pas rentrer, pour l'anecdote, dans le port de Skikla. Il ne peut rentrer que dans le port d'Arzeu. Hein. Aujourd'hui, il y a des bateaux de 261 000 m3. Ce qui permet de transporter du gaz sur de très longues distances. Hein. Un regard sur notre marché naturel qui est l'Europe. Comme on voit dans le graphique, l'Europe, la consommation européenne est en déclin, ainsi que la production, mais le déclin de la consommation est plus fort que celui de la production. La dépendance gazière européenne
de l'Europe communautaire, elle est de 55%, 56% aujourd'hui. Elle devrait être de 85% en 2030. Les sources d'approvisionnement de l'Europe, ce sont d'abord la Russie, avec à peu près le quart du marché européen, essentiellement par gazoduc. Hein. La Russie approvisionnait l'Europe à travers l'Ukraine et la Biélorussie. Et pour sortir de cette dépendance, la Russie a construit un gazoduc, le Nord Stream, qui rejoint l'Allemagne par la mer Baltique, donc de 27,5 milliards de mètres cubes qu'elle a doublé. Hein. Elle a engagé aussi une route vers le sud européen. Hein. Pour l'instant, le Nord Stream est à l'arrêt, hein. Mais le potentiel de la Russie est tel qu'elle est en mesure de jouer un rôle clé dans l'approvisionnement gazier européen.